Je m'appelle Maya Wallace, j'ai 30 ans et je devais devenir mère pour la première fois en moins de 24 heures. Mon sac pour la maternité était posé près de la porte d'entrée. La petite couverture bleue était pliée par-dessus. Le siège auto avait enfin été installé après 3 jours de supplication. Je pensais que la prochaine fois que je quitterais cette maison, je tiendrais la main de mon mari, je respirerais au rythme des contractions et j'essaierais de rester courageuse pour notre bébé. Au lieu de cela, je me tenais sur l'allée alors que ma poche des os se rompait, une main agrippée à mon ventre, tandis que mon mari vérifiait l'heure sur son téléphone comme si je le mettais en retard pour une réservation au restaurant. Ses parents attendaient à l'aéroport. Leur séjour dans un complexe de golf était prévu depuis des semaines. Et apparemment, cela comptait plus que le fait que sa femme soit sur le point d'accoucher. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aller à la maternité. Il a regardé le siège passager, puis les bagages à l'arrière, et a dit « Tu t'en sortiras très bien ». Il m'a dit d'appeler un taxi ou une application de VTC parce que les billets n'étaient pas remboursables. Puis il est parti en voiture. Je n'ai pas crié après lui. Je n'ai pas poursuivi la voiture. Je suis restée là, tremblante, réalisant que l'homme qui avait promis de protéger notre famille nous avait abandonnés avant même que notre fils ne prenne son premier souffle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un a tout vu. Et dès le lendemain matin, quand son téléphone a commencé à exploser et que ses parfaites petites vacances ont tourné à la panique, il m'a appelé en me suppliant de comprendre ce qui se passait. Avant de vous dire ce que je lui ai répondu, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui et si vous avez déjà vu quelqu'un révéler sa vraie nature au pire moment possible. Ethan Vance n'est pas devenu égoïste du jour au lendemain. C'est ce qui a rendu les choses plus difficiles à accepter. En public, il savait exactement comment paraître être un mari dévoué. Lors des fêtes organisées par son entreprise, il gardait une main dans mon dos et disait aux gens qu'il avait hâte de devenir père. Sur les réseaux sociaux, il publiait des photos de la chambre du bébé et écrivait des légendes sur les bénédictions familiales et les nouveaux départs. Mais à l'intérieur de notre maison à Greenville, en Caroline du Sud, la vérité était complètement différente. J'étais enceinte de 39 semaines, épuisée, gonflée, et je faisais encore presque tout toute seule. Je pliais les vêtements du bébé, je commandais des couches, je préparais des plats à congeler, je vérifiais les formulaires d'hôpital, je payais les petites factures, je lavais les minuscules biberons, je comparais les avis sur les pédiatres. Et je rappelais encore et encore à Ethan que le siège auto devait être installé avant l'arrivée de notre fils. Ethan travaillait comme directeur commercial régional pour Northline Outdoor Solutions, une entreprise qui vendait des produits pour le style de vie familial en plein air. Il passait ses journées à vendre l'idée de la cohésion familiale, puis rentrait à la maison trop fatigué pour aider sa propre femme à se baisser pour ramasser le linge. La plupart des soirs, il laissait tomber son sac d'ordinateur sur le canapé et demandait ce qu'il y avait pour le dîner avant même de me demander comment je me sentais. Si je lui disais que j'avais mal au dos, il répondait que tout le monde était fatigué. Si je lui disais que le bébé avait beaucoup bougé tout l'après-midi, il disait que cela semblait être bon signe et retournait sur son téléphone. Si je lui demandais de monter le panier de linge, il soupirait comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Les week-ends, il conduisait jusqu'à la maison de ses parents, à 1 heure de là. Son père, Gérald, voulait regarder le football ou jouer au golf, et sa mère, Denise, avait toujours un repas complet qui attendait son fils unique. Au début, je me disais que c'était mignon qu'il aime autant ses parents. Puis, j'ai réalisé qu'il ne leur rendait pas visite comme un homme adulte. Il retournait en courant vers les personnes qui le traitaient encore comme un garçon gâté. Denise avait des avis sur tout. Elle disait que je m'inquiétais trop, que je me reposais trop et que j'agissais comme si la grossesse me rendait fragile. Elle disait que les femmes de sa génération n'avaient pas besoin de louanges constantes pour faire ce pourquoi les femmes étaient conçues. Gérald me rappelait souvent qu'Ethan travaillait dur et méritait de la tranquillité. J'avais envie de demander quand je recevrais, moi, de la tranquillité, mais chaque fois que je me défendais, Ethan disait que je manquais de respect à sa famille. Le vendredi avant que tout n'arrive, Ethan est rentré en colère parce que j'avais oublié les amandes fumées, les barres protéinées et la bière artisanale qu'il voulait apporter à ses parents avant leur week-end de golf. Je lui ai dit que je pouvais les commander en livraison, mais il a dit qu'ils en avaient besoin dès le matin. Quand j'ai suggéré qu'il s'arrête lui-même au magasin,
il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Tu as été à la maison toute la journée, a-t-il dit. Ces mots ont été difficiles à encaisser, car, à la maison toute la journée, signifiait lessive, ménage, appel avec l'assurance, douleur au dos, pieds gonflés, brûlure d'estomac, et essayer de ne pas paniquer chaque fois que je sentais une contraction. Pourtant, j'ai conduit jusqu'au magasin, une main sur le volant et une main sur mon ventre. J'ai acheté tout ce qu'il voulait, plus un gant de golf qu'il avait mentionné des semaines plus tôt, parce qu'une partie stupide de moi voulait encore le rendre heureux. Je me souviens d'avoir fait la queue à la caisse, changeant le poids d'un pied à l'autre pendant qu'une caissière me demandait quand était prévu mon terme. Demain, ai-je failli répondre, mais j'ai souri et dit, très bientôt. Sur le parking, le pack de bière était trop lourd pour que je puisse le porter. Je suis resté là, faisant semblant de réorganiser mes sacs, jusqu'à ce que Mera Caldwell, notre voisine, s'approche. Elle m'a aidé à charger la voiture et à demander où était Ethan. J'ai dit qu'il était occupé par le travail. Mera m'a regardé gentiment et a dit, « Maya, les hommes occupés peuvent quand même être des hommes décents. » Cette phrase est restée dans ma tête tout le long du chemin du retour. Quand je suis rentrée, Ethan ne m'a pas remercié. Il s'est plaint que j'avais acheté les mauvaises amandes, puis a critiqué la salade de pâtes que j'avais faite pour le dîner, disant que sa mère la faisait mieux et ne laissait jamais la nourriture être aussi fade. Je lui ai rappelé que j'avais été debout pendant des heures, mais il a seulement secoué la tête comme si je cherchais des excuses. Il a ouvert le gant de golf, l'a essayé, et n'a toujours pas dit merci. 10 minutes plus tard, il a pris les collations, la bière et le gant de golf et est parti chez ses parents parce qu'il voulait un repas normal. Je me suis assise seule à la table de la cuisine, fixant un minuscule bavoir bleu à côté de mon assiette, me demandant pourquoi j'essayais encore de gagner l'amour de gens qui traitaient mon épuisement comme un désagrément. Le lendemain soir, Ethan est rentré en souriant d'une manière qui m'a noué l'estomac. C'était le sourire qu'il portait lorsqu'il avait déjà pris une décision et voulait que j'agisse comme si j'avais été consultée. J'étais sur le canapé avec une bouillotte sur le dos, en train de finir les cartes de remerciement pour la fête prénatale. J'espérais qu'il avait enfin organisé son congé paternité ou appelé le pédiatre comme il l'avait promis. Au lieu de cela, il a dit que ses parents avaient surclassé leur voyage. Scottsdale, a-t-il dit, 3 jours dans un complexe de golf. Maman a trouvé un forfait et papa a déjà réservé les heures de départ. Je l'ai fixé, attendant qu'il rie et me dise que c'était une blague. Ethan, ma date de terme est la semaine prochaine, ai-je dit. Il a balayé cela comme si je parlais d'un léger mal de tête. Les dates de terme sont des estimations. Les bébés arrivent tout le temps en retard. En plus, les billets ne sont pas remboursables. J'ai demandé s'il était sérieux. Il a semblé offensé et a dit que c'était un voyage en famille. Je lui ai dit que notre famille allait bientôt inclure un nouveau-né. Notre fils pouvait arriver n'importe quel jour. Ethan a soupiré comme si je jouais la comédie exprès. Il a dit que je n'étais pas la première femme enceinte au monde et que sa mère avait pris l'avion quand elle était enceinte de lui. Je lui ai rappelé que je n'étais pas enceinte de 8 mois. J'étais à un jour du terme et censée rester près de l'hôpital. Il a dit que si je refusais d'y aller, il irait simplement avec ses parents. J'ai demandé s'il allait vraiment me laisser seule si près de l'accouchement. Il a dit que j'avais un téléphone, des voisins, des applications de covoiturage et un hôpital à proximité. Puis il a ajouté que je transformais la paternité en prison avant même que le bébé ne soit arrivé. Quelques minutes plus tard, Denise a appelé. Ethan l'a mise sur haut-parleur. Elle a dit que les hommes avaient besoin d'un moment aussi, car une fois que le bébé serait là, tout tournerait autour de moi et de l'enfant. Gérald a ajouté en arrière-plan que les femmes accouchaient tous les jours et que je m'en sortirais bien. Denise m'a dit que si je commençais à agir de manière impuissante maintenant, Ethan n'obtiendrait jamais de tranquillité en tant que père. J'ai dit que la tranquillité ne signifiait pas abandonner ses responsabilités. Denise a émis un petit rire, le genre qui semble poli mais ressemble à une gifle. Elle a dit que je comprendrais mieux le mariage quand j'arrêterais de m'attendre à ce que mon mari gravite autour de moi. J'ai dit à Ethan doucement, si tu pars et que quelque chose arrive, je ne l'oublierai pas. Il a demandé si c'était une menace. J'ai dit que c'était une limite. Il a levé les yeux au ciel,
mais j'ai vu la colère derrière. Après cela, il m'a traité comme si je le punissais. Il répondait par de courtes phrases, se plaignait de mon sac d'hôpital près de la porte et a installé le siège auto incorrectement avant de me dire d'arrêter de le harceler. Je l'ai fixé moi-même dans l'allée pendant qu'il regardait les meilleurs moments de golf à l'intérieur. Je me souviens d'être à genoux près de la portière ouverte, en sueur, essayant de suivre la vidéo d'instruction alors que le bébé appuyait douloureusement contre mes côtes. Chaque fois que les sangles s'enclenchaient mal, je pensais à la façon dont Ethan m'aurait blâmé si quelque chose était arrivé sur le chemin du retour de l'hôpital. C'est à ce moment-là que Mera est venue avec de la soupe au poulet et du pain à la banane. Elle a remarqué mon visage fatigué, le sac d'hôpital près de la porte d'entrée et la façon dont je frottais mon bas du dos. Elle a demandé si j'avais quelqu'un pour me conduire à l'hôpital si le travail commençait. Je voulais dire mon mari, mais les mots ne sont pas sortis. Mera a posé sa main sur la mienne et a dit « Appelle-moi, jour ou nuit ». Sans poser de questions. J'ai presque pleuré sur le coup parce qu'elle m'avait offert plus de réconfort en une phrase qu'Ethan ne m'en avait offert en des semaines. Cette nuit-là, Ethan est sorti avec des amis pour ce qu'il a appelé « une dernière soirée normale avant la paternité ». Il l'a dit comme si la paternité était une condamnation à perpétuité, et que j'étais le gardien verrouillant la porte. Il est rentré après minuit en sentant la bière et la friture, puis s'est endormi sans demander pourquoi j'étais assise droite avec des larmes aux yeux. J'avais chronométré des contractions irrégulières pendant 2 heures. Elles se sont estompées avant le matin, mais pas ma peur. J'ai regardé Ethan dormir paisiblement à côté de moi et j'ai compris que si la vraie douleur commençait, je pourrais bien être complètement seule. Le matin de son départ a commencé par le bruit des roues de valise grinçant sur le sol du couloir. Ethan a tiré ses bagages devant la chambre alors que j'étais assise sur le bord du lit, respirant à travers une pression basse qui m'avait réveillée avant l'aube. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Il a dit que j'étais probablement nerveuse parce que je m'étais monté la tête à propos du voyage. Je lui ai rappelé que mon terme était le lendemain. Il a dit qu'il serait de retour avant le dîner si tout se passait comme prévu. Cette phrase m'a presque fait rire. Rien à propos de la grossesse ne s'était passé comme prévu. Mais le plan d'Ethan impliquait des clubs de golf, du café d'aéroport et ses parents souriant sur des photos de vacances. Donc apparemment, c'était le seul plan qui comptait. Il a emballé des barres protéinées dans son bagage à main alors que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Denise voulait savoir s'il était déjà parti. Gérald voulait savoir s'il avait emballé le gant de golf. Je lui ai demandé une fois de plus de rester. Pas pour toujours. Juste jusqu'à ce que notre fils naisse en toute sécurité. Ethan semblait irrité plutôt que coupable. Maya, je ne peux pas vivre ma vie autour de ton anxiété, a-t-il dit. Je me suis tue. Il a pris mon silence pour une permission et a chargé sa valise dans le SUV. Je l'ai suivi à l'extérieur parce qu'une partie de moi croyait encore que s'il me voyait debout là, pâle et tremblante, il se rappellerait que j'étais sa femme. Il a fermé le coffre et a vérifié sa montre. J'ai ouvert la bouche pour prononcer son nom, mais soudain, une chaleur s'est répandue le long de mes jambes. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu du liquide s'étendre sur mes leggings et sur le béton. Ma poche des os s'est rompue, ai-je murmuré, puis plus fort, Ethan, ma poche des os s'est rompue. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Pendant une seconde, il a semblé paniquer. J'ai tendu la main vers la portière passager, pensant qu'il allait enfin nous choisir. Au lieu de cela, ses yeux sont tombés sur le siège. Il a attrapé une vieille serviette sur l'étagère du garage et a commencé à essuyer le bord du côté passager. Même si je ne m'étais même pas encore assise, je lui ai dit que le bébé arrivait. Il a aboyé qu'il savait et m'a dit d'arrêter de crier. Je ne criais pas. J'étais terrifiée. Son téléphone a vibré à nouveau. Il a lu le message et a juré parce que ses parents étaient déjà à l'aéroport. Je lui ai dit de me conduire au centre médical Saint-Agnès. C'était à moins de 20 minutes. Il s'est frotté les 2 mains sur le visage et a dit « Maya, écoute-moi. Tu iras bien. Appelle un taxi ou un Uber. Les billets ne sont pas remboursables et mes parents attendent. » J'ai demandé s'il abandonnait vraiment sa femme en plein travail dans l'allée. Il a dit que je faisais paraître la situation pire qu'elle ne l'était.
Il a dit, les premiers bébés prennent des heures, les hôpitaux ont du personnel pour ça, et je ne ferai que rester là inutilement. Puis il a demandé ce que j'attendais de lui de toute façon. Me tenir la main pendant que je hurlais? Quelque chose en moi s'est glacé. J'ai essayé d'attraper la poignée de la porte, mais il s'est mis entre moi et la voiture. Ne monte pas comme ça, a-t-il dit, en regardant mes leggings mouillés. Je viens de faire nettoyer l'intérieur. C'est là que j'ai arrêté de supplier. J'ai reculé lentement, agrippant le côté du garage alors qu'une autre contraction frappait. La douleur m'a fait me pencher en avant, mais Ethan n'a regardé que vers la rue comme s'il était gêné que quelqu'un puisse nous voir. Il ne ressemblait pas à un mari observant sa femme souffrir. Il ressemblait à un homme dont l'emploi du temps avait été interrompu. Ethan est monté dans le SUV et a dit « Envoie-moi un SMS quand tu seras enregistré. Ne fais pas de ça une plus grosse affaire qu'elle ne l'est. » Puis il est parti. Pendant plusieurs secondes, je suis resté là à écouter le moteur s'éloigner. C'était étrange à quel point la rue semblait silencieuse après ça. Un chien a aboyé quelque part. Un camion de livraison est passé au bout du pâté de maison. La vie continuait comme si tout mon monde ne venait pas de se briser en deux. 2 maisons plus loin, la porte d'entrée de Mera s'est ouverte. Je ne savais pas encore que sa caméra de sonnette avait tout enregistré. Mon téléphone a vibré avec un dernier SMS d'Ethan, « Je t'appellerai quand nous atterrirons. S'il te plaît, ne crée pas de drame avec mes parents. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Je voulais m'effondrer, mais une autre contraction m'a rappelé que mon fils avait encore besoin de moi. Alors j'ai appelé Mera. Je pouvais à peine parler quand j'ai dit que j'avais besoin d'aide. Elle a simplement répondu « J'arrive ». Moins d'une minute plus tard, elle était à côté de moi avec des serviettes, une voix calme et des mains fermes. Elle m'a aidé à monter dans sa voiture, à appeler l'unité d'accouchement et a conduit vers l'hôpital. Alors qu'une autre contraction me coupait le souffle, j'ai regardé ma maison disparaître derrière nous et j'ai compris qu'un homme qui vous abandonne dans votre moment de faiblesse ne devrait plus jamais se voir confier le pouvoir de vous blesser tranquillement. Mera a conduit avec un calme qui m'a empêché de m'effondrer. Elle n'a pas rempli la voiture de questions ou de panique. Elle m'a rappelé de respirer lentement et a dit à l'hôpital que nous étions en route. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait autrefois travaillé comme infirmière en maternité, ce qui expliquait pourquoi sa voix restait stable même quand la mienne tremblait. Au centre médical Saint-Agnès, des infirmières ont apporté un fauteuil roulant et ont commencé à m'enregistrer. Quand une infirmière a demandé si mon accompagnateur garait la voiture, j'ai dégluti difficilement et j'ai dit « Mon accompagnatrice est là », puis j'ai désigné Mera. L'infirmière a compris. Elle a mis une note de confidentialité dans mon dossier et a demandé s'il y avait quelqu'un à qui je ne voulais pas permettre l'accès à la chambre. Mon mari, ai-je dit, et ses parents. Prononcer ces mots à haute voix a semblé franchir une limite en moi. Je m'attendais à de la culpabilité, mais j'ai ressenti du soulagement. Mera m'a aidé à appeler mes parents, Peter et Diane Wallace, à Denver. Ma mère a répondu joyeusement jusqu'à ce qu'elle entende ma voix. Je lui ai dit que le bébé arrivait et qu'Ethan n'était pas là. Après un silence douloureux, mon père a pris le téléphone et a dit qu'il prenait le prochain vol. Il m'a dit de me concentrer sur ma respiration et a promis qu'ils arrivaient. Le travail a tout brouillé. La douleur montait et descendait. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Au début, Ethan a envoyé de courts SMS. Embarquement maintenant. Des nouvelles? Ne m'ignore pas, Maya. Puis son ton a changé. Pourquoi maman pleure-t-elle? As-tu dit quelque chose à quelqu'un? Que as-tu fait? C'est là que j'ai su que quelque chose avait commencé en dehors de cette chambre, mais je n'ai pas répondu. Mon fils avait besoin de toute ma force. Mes parents sont arrivés alors que j'étais encore en travail, essoufflé par les aéroports et la peur. Ma mère a pleuré une seconde, puis est devenue forte pour moi. Mon père a embrassé mon front et avait l'air d'essayer de ne pas craquer. Mera a fait un pas en arrière, mais je lui ai demandé de ne pas partir. Elle est restée. Des heures plus tard, mon fils est né en criant, le visage rouge et furieux, comme s'il savait déjà qu'il avait été traité avec mépris. Quand l'infirmière l'a placé sur ma poitrine,
tout le reste s'est effacé. Ethan, l'aller, les billets, le SUV, tout cela a disparu pendant une minute sacrée. Mon bébé était vivant et en sécurité. J'ai murmuré, Léo, tu es en sécurité. Dans mon cœur, je l'ai appelé Léo Wallace parce que je voulais qu'il soit d'abord lié aux personnes qui étaient présentes quand cela comptait. Ma mère a pleuré quand elle a entendu le nom. Mon père a mis une main sur sa bouche et s'est détourné un instant. J'ai su qu'il comprenait ce que je disais vraiment. Je ne nommais pas seulement mon fils. Je choisissais la famille qui nous avait protégés. Après mon transfert en salle de réveil, mon téléphone a recommencé à vibrer. Ethan, Denise, Ethan encore. Ma mère a demandé si je voulais qu'il soit éteint. J'ai dit, pas encore. Quand Ethan a appelé à nouveau, j'ai répondu. Sa voix était paniquée. Maya, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une vidéo? Pourquoi tout le monde m'envoie des messages? As-tu envoyé quelque chose à mon entreprise? Chérie, parle-moi. J'ai attendu une question. Le bébé va-t-il bien? Es-tu en sécurité? Où es-tu? Puis-je venir? Mais ce n'était pas ses premières préoccupations. Sa panique concernait lui-même, sa réputation et les vacances qui s'effondraient autour de lui. Il n'a pas demandé combien j'avais souffert. Il n'a pas demandé si notre fils respirait bien. Il n'a même pas dit qu'il était désolé. D'abord, j'ai regardé Léo dormir dans les bras de ma mère et j'ai dit doucement, Ethan, c'est le prix que tu paies. Puis j'ai raccroché. La chambre est devenue silencieuse. Ma mère avait l'air fière d'une manière triste. Mon père a hoché la tête une fois. Quand Mera est revenue, elle a demandé si j'allais bien. J'ai regardé mon fils et j'ai dit, je ne vais pas encore bien, mais j'en ai fini d'être sa femme, de toutes les manières qui comptent. Ce soir-là, le personnel de l'hôpital a confirmé qu'aucun visiteur ne serait autorisé sans ma permission. Ethan est venu quand même avec ses parents, mais ils ont été arrêtés au comptoir. Denise a pleuré bruyamment. Gérald a exigé de parler à un responsable, et Ethan a insisté sur le fait qu'il avait des droits en tant que père. Aucun d'eux ne m'a atteinte. Une infirmière a dit plus tard à ma mère qu'Ethan répétait sans cesse qu'il y avait eu un malentendu. J'ai failli rire quand elle me l'a dit. Il n'y avait aucun malentendu. Il y avait une allée, une caméra, une femme en travail et un homme qui a choisi un vol. Pour une fois, une porte fermée m'a protégée au lieu de m'emprisonner dans les attentes de quelqu'un d'autre. La vidéo ne s'est pas propagée parce que je voulais de l'attention. Je ne me suis pas réveillée après l'accouchement en décidant de ruiner Ethan. Il l'a fait lui-même. La caméra de sonnette de Mera faisait face à la rue et a capturé une partie de notre allée. Elle a enregistré Ethan chargeant le SUV, ma poche des os se rompant, l'argument, son corps me bloquant du côté passager, et la voiture reculant alors que je restais là dans la douleur. Le son était assez clair pour entendre la phrase qui a tout changé, appelle un taxi ou un Uber. Les billets ne sont pas remboursables. Mera a montré la vidéo à mes parents, puis à moi. La regarder une fois a suffi. Dans ma mémoire, je m'étais sentie petite. Sur la vidéo, j'avais l'air abandonnée. Mon père a dû quitter la pièce. Ma mère a pleuré en silence. Mera a dit qu'elle me donnerait le fichier et supprimerait toute copie si je le voulais. Je lui ai dit de le conserver. Au début, j'ai pensé que je pourrais en avoir besoin pour le divorce. Je ne savais pas que la vérité faisait déjà le tour du monde. Mera avait raconté à son mari, Russell Caldwell, ce qui s'était passé. Russell n'était pas seulement notre voisin. Il était aussi un client majeur et un partenaire stratégique de Northline Outdoor Solutions. Ethan ne le savait pas parce qu'il ne s'était jamais assez soucié de s'intéresser à nos voisins. Russell n'a menacé personne. Il a simplement demandé si j'étais en sécurité et si l'entreprise d'Ethan savait quel genre de jugement leur directeur commercial régional avait montré. Pendant ce temps, Ethan et ses parents ont aggravé les choses. Denise a laissé un message vocal disant que j'avais embarrassé la famille et qu'une femme ne devrait pas punir son mari pour un malentendu. Gérald a envoyé un SMS à mon père disant que l'accouchement était une affaire de femme et qu'Ethan avait des obligations déjà payées.
Ethan a envoyé des messages me blâmant pour l'avoir fait paraître comme un monstre. Il a écrit que je devais arranger cela avant que cela n'atteigne son bureau. Il a aussi écrit que si j'aimais notre fils, je ne détruirais pas la carrière de son père avant même que le bébé ne puisse le reconnaître. Chaque mot est devenu une preuve. L'histoire est apparue pour la première fois dans un groupe local de mamans sans mon nom. Quelqu'un a demandé si une femme devait pardonner à son mari de l'avoir laissé en plein travail parce que son vol n'était pas remboursable. Puis l'extrait de caméra de sonnette floutée est apparu. Pas de nom, pas d'adresse, pas d'informations sur le bébé, mais les gens ont reconnu le SUV, le Polo Northline d'Ethan et l'histoire d'aéroport qu'il avait publié ce matin-là. L'histoire a sauté sur Reddit, TikTok et Instagram. Les gens l'ont appelé « le papa non remboursable ». Ils ont placé sa photo d'aéroport souriante à côté de l'extrait flouté de l'allée. Ethan a essayé de dire que c'était un malentendu, mais la vidéo, les textes, l'heure d'admission à l'hôpital et l'heure de naissance de Léo ont rendu cela impossible. Northline a agi rapidement parce que leur marque était construite autour des valeurs familiales. Leur publicité montrait des pères avec des tout-petits, des couples autour de feux de camp et des mères enveloppées dans des couvertures sur des vérandas. Maintenant, les gens commentaient sous les posts de l'entreprise, demandant si abandonner une femme en plein travail faisait partie de leur style de vie familial. Russell a annulé un déjeuner de stratégie et a envoyé un email à la direction de Northline concernant le jugement, la réputation et la responsabilité. Cet email a fait plus de dégâts que les commentaires. Ethan a été appelé à une réunion vidéo avec les RH alors qu'il était encore en Arizona. Il m'a plus tard accusé de l'avoir piégé parce que la réunion a eu lieu avant qu'il ne termine sa première partie de golf. Ce détail disait tout. Il a encore essayé de jouer au golf après avoir appris que son fils était né. Les RH l'ont mis en congé temporaire. Son bonus trimestriel a été gelé. Sa promotion a été retirée de toute considération. Le compte de Russell a été réaffecté. Ses collègues ont arrêté de répondre à ses blagues. Même les gens qui riaient de son assurance ont commencé à appeler cela de l'arrogance derrière son dos. Un collègue a commenté anonymement qu'Ethan avait toujours parlé de valeurs familiales dans les présentations, mais qu'il traitait les gens en dessous de lui comme des accessoires. Denise a fait face à ses propres conséquences quand son message vocal et ses commentaires se sont propagés dans ses cercles immobiliers et religieux. Les amis de golf de Gérald ont commencé à l'éviter. L'un d'eux avait une fille qui était aussi enceinte. Et selon quelqu'un qui connaissait la famille, il a dit à Gérald que ce qu'Ethan avait fait n'était pas à l'ancienne. C'était honteux pour des gens comme eux. La honte sociale était pire que les problèmes juridiques parce qu'ils avaient toujours cru que la réputation prouvait la bonté. Maintenant, la réputation était devenue un miroir. Ethan a essayé de reprendre le contrôle en appelant sans arrêt. Quand l'hôpital l'a bloqué, il a envoyé des emails. Quand je n'ai pas répondu, il a contacté mes parents. Quand mon père a dit que toute communication passerait par un avocat, Ethan a explosé. Il m'a traité d'instable, vindicative, hormonale et inapte à prendre des décisions. Il a exigé que je fasse une déclaration publique disant que la vidéo était trompeuse. Mon avocate, Brenda Lawson, a souri froidement quand elle a lu cela. Elle a dit que les hommes comme Ethan étaient utiles parce qu'ils pensaient que la colère était du pouvoir, alors ils continuaient à créer des preuves. Brenda a envoyé un avis formel. Pas de contact direct, pas de harcèlement. Toute communication concernant le bébé, la séparation, la propriété et la garde passerait par son bureau. Ethan a répondu par un dernier message vocal disant « Si je rentrais à la maison, elle pourrait me pardonner ». Il a dit « pourrait me pardonner ». Je l'ai enregistré 2 fois. À ce moment-là, la vengeance n'était plus quelque chose que je devais poursuivre. Elle arrivait parce qu'Ethan ne pouvait pas arrêter d'être lui-même. Chaque défense révélait une autre vérité laide. Chaque excuse devenait un autre reçu. Alors qu'il perdait le sommeil à cause des commentaires, des réunions RH, des bonus gelés et d'une promotion qui s'envolait, j'apprenais à nourrir Léo, à dormir par tranches et à me regarder sans voir la femme abandonnée. Je voyais une mère qui avait survécu à l'allée. Je voyais quelqu'un qui comprenait enfin que la vérité documentée n'a pas besoin de hurler. Au moment où j'ai quitté l'hôpital, Ethan avait envoyé des fleurs,
des emails, des excuses, des accusations et un long message affirmant que je militarisais la maternité. Mes parents nous ont emmenés, Léo et moi, dans une maison de location d'abord parce que je n'étais pas prête à retourner à l'endroit où Ethan m'avait abandonné. Mera a arrangé pour qu'un ami de Russell travaillant dans la sécurité soit à proximité le jour de la sortie. Pas parce que nous attendions de la violence, mais parce qu'Ethan et ses parents avaient déjà montré qu'ils ne respectaient pas les limites. Ils sont venus quand même. Ethan se tenait près de l'entrée avec des yeux rouges et un bouquet de la boutique de cadeaux. Denise agrippait un ours en peluche comme un accessoire. Gérald se tenait derrière eux avec les bras croisés. Quand Ethan m'a vu tenant Léo, il a fait un pas en avant. Mon père s'est déplacé entre nous et la sécurité de l'hôpital a fait de même. Ethan a prononcé mon nom comme si j'étais censé m'adoucir. Je ne l'ai pas fait. Léo dormait contre ma poitrine pendant que l'homme qui nous avait laissés dans une allée suppliait pour une scène publique qu'il pourrait déformer plus tard. Je suis montée dans la voiture de mes parents et je suis partie. C'était la première fois qu'Ethan comprenait que l'accès à moi n'était plus automatique. Le divorce a commencé tranquillement mais fermement. Brenda Lawson a déposé une demande de séparation, de garde principale, de pension alimentaire et une ordonnance de communication temporaire en raison du harcèlement d'Ethan. Elle a inclus la vidéo de la sonnette, la chronologie de l'hôpital, les textes, les messages vocaux, le message de Gérald et les appels enregistrés d'Ethan. Au début, Ethan a refusé de coopérer. Il a dit que les problèmes de mariage devaient rester au sein de la famille. Brenda a répondu qu'il avait impliqué l'aéroport, Internet, son employeur et les deux ensembles de parents. Donc, cette étape était terminée. Il a dit qu'il voulait voir Léo. Brenda lui a demandé d'accepter des visites supervisées, des cours de parentalité et une communication écrite via une application de garde. Ethan a qualifié cela d'insultant, puis a admis qu'il ne voyait pas pourquoi les bébés avaient besoin de père si tôt de toute façon. Brenda l'a noté. Plus tard, Ethan a demandé un appel téléphonique avec moi pour clarifier les choses. J'ai accepté uniquement parce que Brenda et mes parents étaient présents et que l'appel était enregistré légalement. Ethan a commencé en disant que cela était allé assez loin et que je devais réfléchir à ce que je faisais à sa vie. J'ai demandé s'il voulait poser des questions sur Léo. Il a fait une pause, puis a dit que Léo était un bébé et ne savait pas ce qui se passait, mais que lui, oui. Que son travail le savait. Que ses parents le savaient. Il s'est plaint que Northline ait gelé son bonus. Russell s'est retiré du compte. Sa mère pleurait et son père ne pouvait pas aller au club sans murmure. J'ai dit que ses choix avaient des conséquences. Sa voix est devenue tranchante. Il a dit que j'aurais pu prendre le Uber et gérer cela, comme une adulte. Ma mère a halté. Brenda a levé un doigt, me rappelant de rester calme. Je l'ai fait. J'ai dit à Ethan qu'il avait confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Il a essayé de faire marche arrière, disant qu'il m'aimait et que nous pouvions recommencer si je postais une déclaration disant que la vidéo était trompeuse. Il a dit qu'une bonne mère voudrait que son fils grandisse avec ses deux parents sous le même toit. Je lui ai dit qu'une bonne mère n'apprendrait jamais à son fils que l'amour signifie abandonner quelqu'un et exiger le pardon après coup. Puis j'ai regardé Léo dormir contre moi et j'ai réalisé qu'il restait du chagrin, mais aucune confusion. J'ai dit à Ethan que je ne rentrais pas et j'ai mis fin à l'appel. Après cela, son avocat l'a poussé vers un règlement parce que le tribunal exposerait plus de preuves. J'ai obtenu la garde physique principale. Ethan a reçu des visites supervisées limitées avec une extension possible uniquement après une éducation parentale, un conseil et une pension alimentaire cohérente. Il a dû communiquer via une application de garde. La pension alimentaire a été calculée à partir de son revenu précédent, ce qui l'a rendu furieux. La maison a été vendue, les dettes ont été divisées et j'ai gardé les meubles de Léo, mes économies, ma voiture et chaque document qu'Ethan pensait autrefois que j'étais trop dépassée pour organiser. Northline a finalement laissé partir Ethan lors d'une restructuration. La raison officielle était mauvaise adéquation culturelle et un risque de réputation. Ethan a dit aux gens que je lui avais coûté sa carrière, mais même ceux qui n'aimaient pas le drame en ligne connaissaient la vérité. Personne ne l'a forcé à partir.
Personne ne l'a forcé à dire que les billets n'étaient pas remboursables. Personne ne l'a forcé à me bloquer l'accès à la voiture ou à essayer de jouer au golf après avoir appris que son fils était né. Il est retourné vivre avec Gérald et Denise dans la même maison où il avait appris que les hommes méritaient d'être servis et que les femmes devaient le silence. Son travail de vente en freelance était instable. Le voyage de golf s'est arrêté. Denise a arrêté de publier des citations familiales. Gérald a arrêté de se vanter d'élever un fils fort. Leur maison, autrefois l'endroit où Ethan courait pour trouver du réconfort, est devenue l'endroit où tous les trois devaient vivre avec les conséquences dont ils s'étaient moqués de moi quand je les avais mis en garde. J'ai déménagé à Denver avec mes parents pour la première année de Léo. Mera et Russell sont restés dans nos vies. Elle a rendu visite quand Léo avait 3 mois et a pleuré quand il a attrapé son doigt. Mes parents ont lentement arrêté de me regarder avec de la peur dans les yeux. Ils ont recommencé à me regarder avec espoir. J'ai repris les saignements à temps partiel quand j'étais prête, non pas pour prouver ma force, mais parce que je voulais que Léo voie une mère qui a reconstruit sa vie avec patience et dignité. La guérison n'était pas spectaculaire. C'était nourrir un bébé à 3 heures du matin, signer des documents juridiques, aller en conseil, accepter de l'aide et apprendre que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'était aussi apprendre à ne pas me blâmer pour avoir fait confiance à quelqu'un qui avait caché son égoïsme derrière le charme. La leçon que je veux que les gens retiennent est que le caractère est révélé quand votre besoin interrompt le confort de quelqu'un d'autre. La grossesse, l'accouchement, la maladie, le deuil et la peur ne sont pas des désagréments. Ce sont des moments où le vrai amour fait soit un pas en avant, soit expose son absence. Aucune femme ne devrait apprendre que l'endurance est de la loyauté quand sa sécurité et l'avenir de son enfant sont en jeu. Aucun homme ne devrait être loué pour fournir de l'argent s'il refuse de fournir des soins. Léo grandira en sachant que la responsabilité n'est pas optionnelle et que les excuses ne signifient rien sans un changement de comportement. Je veux qu'il comprenne que la force n'est pas la cruauté. Les limites ne sont pas une vengeance et protéger quelqu'un de vulnérable est l'un des signes les plus clairs de l'amour. Ethan croyait que je pardonnerais tout pour garder la famille ensemble. Il a oublié que mon fils est devenu ma famille dès la seconde où il a pris son premier souffle. Alors, si vous étiez à ma place, à un jour de l'accouchement, regardant votre mari partir parce que ses billets n'étaient pas remboursables, lui pardonneriez-vous pour la paix, ou choisiriez-vous votre enfant, votre dignité et votre avenir ? Merci d'avoir regardé une autre histoire de notre chaîne. Veuillez vous rappeler que cette vidéo est une fiction réalisée pour Olive Entertainment, une réflexion sur la narration éducative. Nous espérons qu'elle vous rappelle que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a échoué à l'apprécier. Et parfois, les gens qui vous rejettent ouvrent simplement la voie à une vie meilleure.